Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon pour découvrir l'exposition Étretat par-delà les falaises, Courbet, Monet, Matisse, présentée jusqu'au 1er mars 2026. Cette exposition invite à partir en Normandie, sur la côte d'Albâtre, à la découverte des représentations d'un petit village, Étretat, qui va devenir un lieu mythique pour les peintres, pour les écrivains, tout au fil du 19e siècle. Et ici, sur une durée d'un siècle, du romantisme jusqu'à la modernité, nous pouvons découvrir une histoire de la représentation du paysage en un site unique, dans ce qui devient un véritable village d'artistes, à l'instar d'autres villages comme Barbizon en forêt de Fontainebleau ou Pont-Aven en Bretagne, qui vont aussi attirer beaucoup de peintres. Mais dans ces cas-là, nous sommes sur une durée plus restreinte. À Étretat, nous sommes sur un temps long et nous sommes vraiment face à un résumé de l'histoire de la peinture. Ce projet prend appui sur la présence dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon de deux peintures majeures de notre fonds qui ont toutes les deux été réalisées à Étretat. Une vague de Gustave Courbet et un tableau de Claude Monet, Étretat, mer agitée. Ce sont vraiment des morceaux emblématiques de notre musée et nous nous sommes rendus compte en nous intéressons à ces œuvres et à leur contexte de réalisation, qu'elles s'inscrivaient dans une histoire très large, que celle-ci était tout à fait passionnante et qu'elle n'avait jamais jusqu'à présent fait l'objet d'une exposition. C'est donc de là qu'est né ce projet pour lequel nous avons eu l'opportunité de nous associer à nos collègues du Städel Museum de Francfort-sur-le-Main en Allemagne qui présentera l'exposition en deuxième étape. Ce musée conserve lui aussi une autre vague de Gustave Courbet et également un autre tableau de Claude Monet qui a été peint à Étretat. Et donc c'était une sorte de pendant parfait pour nous, un partenaire idéal, d'autant plus que les villes de Lyon et de Francfort sont jumelées, c'est l'un des plus anciens jumelages de la ville de Lyon depuis 1960. L'image d'Étretat est vraiment redevable aux artistes. En effet, nous sommes face à un village qui était resté tout à fait ignoré jusqu'au début du XIXe siècle. Il est à l'écart des voies principales de circulation, on peut seulement venir par de mauvaises routes ou plutôt par la mer. C'est vraiment un petit village de pêcheurs qui vivent entre eux et ces grandes falaises et surtout ces arches qui ont été creusées par l'érosion dans la roche n'ont pas suscité une admiration particulière jusqu'à présent. Il faut attendre un changement de perception qui va se produire au tournant des XVIIIe et XIXe siècles pour que l'on soit à même désormais d'apprécier ces paysages. Cela n'a donc pas été un fait intangible que de pouvoir admirer la nature parce que la côte suscitait auparavant plutôt la crainte, la peur et il faut donc attendre un bouleversement de l'imaginaire pour être à même de l'admirer, notamment par le biais de la philosophie des Lumières qui introduit une nouvelle science, la géologie, mais aussi l'apport du romantisme qui amène ce que l'on va appeler l'esthétique du sublime, cette idée d'admirer la petitesse de l'homme face à la puissance de la nature et de ses phénomènes, comme les éruptions volcaniques, les tempêtes, mais aussi les falaises. Et désormais, on est à même d'admirer ces paysages. Et c'est en cela que les artistes vont être les premiers à venir, vont se passionner pour ce paysage, le représenter. Très vite, ils vont être nombreux et ils vont venir de plus en plus nombreux au fil du temps, si bien que ces représentations d'Étretat qui vont être conçues par eux vont s'imposer peu à peu dans l'imaginaire collectif parce qu'elles vont être reproduites, diffusées, vues dans les expositions, achetées par les collectionneurs, reproduites par la photographie, par la gravure, et elles vont construire une célébrité qui va introduire le développement du tourisme et il va y avoir comme aboutissement cette célébrité d'Étretat qui existe aujourd'hui, où ce lieu, même si
Nous n'y sommes pas allés, nous en avons en tout cas vu des images. Et celles-ci se sont imposées dans notre imaginaire jusqu'à symboliser en quelque sorte les côtes françaises, le paysage français, à être un support de publicité pour la Normandie ou pour la France à l'international. Et il était donc vraiment fascinant de retracer cette histoire et de nous interroger sur pourquoi ce lieu est devenu un mythe et quel a été le rôle des artistes dans cette histoire. On ne peut pas s'intéresser à Étretat aujourd'hui sans songer aux conséquences de cette affluence touristique massive que vit ce lieu. Ce surtourisme est vraiment très compliqué à vivre pour les habitants qui, en particulier sur la saison estivale, sont vraiment confrontés à ce phénomène qui a été croissant au fil de ces dernières années. Ce surtourisme, il est vraiment l'héritier de ces représentations et du succès qu'elles ont construites, même si d'autres vecteurs ont pris le relais par la suite, et notamment aujourd'hui les réseaux sociaux, Instagram, mais aussi Netflix, qui a diffusé cette image d'Étretat. Ce surtourisme vient d'autant plus fragiliser ce lieu, qui est déjà très sensible à l'érosion, notamment sous l'effet de la montée des eaux et du réchauffement climatique. Mais ce surtourisme vient en piétinant les falaises de manière beaucoup plus importante, les fragiliser, et il y a un nombre d'éboulements qui est chaque année important sur la côte d'Albâtre, si bien que ce paysage que nous connaissons est en danger et qu'il est à terme amené à disparaître. Donc c'est vraiment une invitation aussi à nous interroger sur notre rapport au paysage et notre rapport à ce site pour inviter à sa préservation. Cette exposition invite donc à découvrir ces représentations sur une durée d'un siècle, puisque nous débutons avec le romantisme dans les années 1820 et nous allons ensuite inviter à un parcours jusqu'en 1920, date du séjour d'Henri Matisse à Étretat. Donc nous sommes sur une durée de 100 ans qui déroule autant de représentations qui correspondent aux évolutions de la peinture pendant cette durée. Nous débutons le parcours de l'exposition avec une première section qui est consacrée aux artistes au temps du romantisme, qui sont les premiers à découvrir et à inventer en quelque sorte ce lieu qu'est Étretat, puisque ce sont les premières représentations qui vont être dévoilées au public. Alors, il est assez difficile d'être certain de qui est venu exactement le premier. En tout cas, la tradition veut que celui qui se soit installé pour un temps un peu plus long, qui va être hébergé chez des pêcheurs, ce soit Eugène Isabey. Isabey est un peintre romantique, peintre de marine surtout, c'est le genre par lequel il va construire sa notoriété, et il va en fait travailler sur le motif à Étretat, à des représentations de détails de la falaise. Il va travailler en particulier à l'aquarelle ou à la gouache pour réaliser cet ensemble d'études que nous présentons ici. Alors, elles ne sont pas en tout cas considérées comme des œuvres achevées en tant que telles, mais vraiment plutôt comme des documents de travail sur lesquels il se consacre donc quand il est présent sur place. Et ces études sont destinées à lui constituer un répertoire de motifs dans lequel il va pouvoir puiser une fois qu'il est de retour dans son atelier pour composer des grands tableaux destinés au salon, qui est cette exposition annuelle, notamment des scènes de tempête ou de naufrage, animées de figures dans lesquelles on pourra retrouver des détails, comme ici la porte d'Amont, qui est celle qui se situe au nord-est d'Étretat, et nous le voyons vraiment au pied de cette arche rocheuse, avec cette mer qui vient battre, on est déjà un jour de tempête, qui vient battre ces rochers. Nous sommes vraiment tributaires de cette vision du romantisme avec cette esthétique du sublime, cette idée de la puissance des éléments qui à la fois fait peur mais qui en même temps fascine, ce qui est un phénomène tout à fait ambivalent. Très vite, à la suite d'Isabey, de nombreux artistes vont venir, et en particulier de grandes figures du romantisme. On peut penser à Victor Hugo, qui est certes écrivain, mais qui est aussi l'auteur de dessins. Il est présent en 1835 à Étretat et il est fasciné par ce paysage. Il écrit d'ailleurs dans une lettre à son épouse, c'est la plus gigantesque architecture qu'il y ait.
Nous allons y rencontrer aussi Eugène Delacroix, qui est présent à proximité parce que ses cousins ont acquis une ancienne abbaye. Il vient régulièrement leur rendre visite. Il est lui aussi fasciné par ce paysage. Nous allons y trouver très vite aussi des artistes étrangers, et notamment un peintre allemand, Johann Wilhelm Schirmer, qui vient réaliser des études sur le motif qui sont tout à fait fascinantes. Et tout cela, en fait qu'Étretat devient un grand atelier en plein air, où se côtoient des peintres de tradition romantique, des peintres de tradition plutôt classique, jusqu'à Camille Corot, qui vient lui-même en 1872 et qui va être presque effrayé par ce pittoresque des falaises qu'il va fuir pour représenter plutôt la campagne. La deuxième section de cette exposition nous invite à nous plonger plus précisément dans le village d'Étretat à la rencontre de ses habitants. Étretat donc est un village de pêcheurs habité par une population assez modeste qui va au départ être assez circonspecte face à l'arrivée de ces artistes parisiens dont elle ne comprend pas forcément l'intérêt pour ce village et cette confrontation va aller effectivement croissante au fur et à mesure du développement de ce tourisme qui va vraiment être de plus en plus présent à partir en particulier de la moitié du siècle, puisque désormais les artistes sont rejoints par des baigneurs, en tout cas une population de citadins qui vient profiter de ce nouveau goût pour les bains de mer. Alors contrairement à beaucoup d'autres stations de la côte normande, ce ne sont pas les bains de mer qui ont fait venir les artistes à Étretat, mais c'est bien l'inverse. Ce sont les artistes qui ont fait venir les touristes et les baigneurs. Et donc, nous allons assister autour de 1850 au développement du phénomène de la villégiature, avec la construction de villas pour accueillir tous ces touristes, mais aussi d'hôtels, d'un casino, d'un établissement de bains de mer. Et les pêcheurs vont se trouver de plus en plus relégués, effectivement, sur une partie de la plage. Alors, nous allons toujours être face à quelques représentations de leur mode de vie qui est considéré comme pittoresque. Étretat est un lieu de pêche qui n'a pas de port en particulier, ce qui implique que les bateaux, à chaque retour de sortie en mer, doivent être remontés sur la plage à l'aide de cabestans, qui sont des treuils qui permettaient donc de les tirer sur les galets. Il y a donc toute une série de personnages qui sont associés à ces activités de déchargement du poisson et de la pêche. Mais surtout, ces touristes vont être de plus en plus nombreux et ne vont cesser de croître jusqu'à la fin du siècle, mais pourtant, il en existe finalement assez peu de représentations, parce que les artistes vont très souvent les fuir. Alors nous les trouvons néanmoins sous le pinceau d'un artiste qui est le premier à s'établir de manière durable à Étretat, parce qu'il est fait construire une villa à partir de 1849. Ce peintre, c'est Eugène Le Poitevin, qui est plutôt un peintre lui aussi de marine, romantique, qui est un élève d'Isabey, et il va nous livrer quelques scènes de cette villégiature, notamment ici cette scène de baignade et de promenade en bord de mer. Alors on est plutôt en fin d'après-midi, les bains se situent plutôt normalement le matin, même si l'on retrouve ici encore quelques baigneurs qui sont accompagnés par les maîtres nageurs qui viennent les plonger dans la vague. C'est assez violent à l'époque cette pratique du bain à la lame, et nous trouvons surtout des tenues qui sont des tenues de promenade, avec ces femmes qui ont même remonté leurs robes pour ne pas les salir sur la plage de Galets, même si quelques planches ont déjà été posées. Alors nous ne sommes pas encore avec les promenades de planches qui font aujourd'hui la célébrité des stations normandes, mais nous avons déjà les cabines de plage qui sont présentes pour permettre aux baigneurs de se changer avant de rentrer dans l'eau. Nous allons croiser également des canoteurs, toutes sortes d'activités qui se développent. Nous allons même voir des plongeurs qui vont profiter de plongeoires aménagés sur la plage. Tout ça est vraiment donc à la fois un lieu de loisir et aussi un lieu de promenade où on se retrouve entre soi pour profiter de ce lieu de vacances.
l'histoire d'Étretat et le séjour en 1869 de Gustave Courbet. Alors Courbet est loin d'être le premier artiste à venir à Étretat, beaucoup d'autres sont donc déjà venus avant lui, et il est en fait attiré par le succès de ce lieu et la possibilité de bien vendre les tableaux qu'il pourrait y réaliser. Il est à un moment où il a d'ailleurs besoin d'argent suite à la faillite d'un de ses marchands, et donc il a le projet, lorsqu'il se rend sur place, de concevoir un grand tableau représentant la falaise qu'il destine au salon de 1870. Ce tableau est aujourd'hui conservé dans les collections du musée d'Orsay et il va lui valoir l'un des plus grands succès de sa carrière. Il nous montre le lieu d'une manière qui est un peu différente de celle de ses prédécesseurs, puisqu'il va donc accorder une grande attention à la précision géologique de ce lieu. Courbet est passionné par la géologie depuis son enfance dans sa Franche-Comté natale et donc on trouve toute cette solidité de la pierre qui est vraiment sensible dans ce tableau. Surtout, il accorde aussi une large place aux coulisses sur la gauche de cette falaise que l'on voit très rarement représentée, avec notamment une porte qui paraît bien mystérieuse mais qui en fait est simplement un abri creusé dans la falaise servant à stocker du matériel de pêche. Cette porte existe d'ailleurs toujours sur place à Étretat. L'activité humaine est réduite ici presque à son minimum, puisque nous avons donc 2 bateaux de pêche ici échoués sur la plage, qui sont donc ce que l'on appelle des caïques. Localement, c'est une forme spécifique de bateau qui permet d'être tiré sur les galets. Nous avons donc un cabestan, qui est ce treuil qui permet de tirer les bateaux sur la plage. Et puis, on distingue, en regardant vraiment ce détail de très près, des petites taches de couleur qui sont en fait des femmes du village qui sont occupées à laver leur linge sur la plage dans un petit cours d'eau qui se dévoile à marée basse et qui était donc vraiment le lieu où les femmes se retrouvaient pour venir laver le linge. Courbet va ensuite accompagner ce projet d'une évolution à la suite d'un phénomène météorologique qui va se produire entre le 11 et le 12 septembre 1869. Une tempête violente se déclare avec des effets dévastateurs sur tout le littoral de la Manche. Cette tempête est bien répertoriée dans la presse de l'époque et elle va donner à Courbet le projet de représenter la violence des vagues. Elle va donner naissance à toute une série de vagues qui montrent cette violence des éléments. Nous avons la chance dans l'exposition de pouvoir en réunir un très bel ensemble qui montre cette variation continue sur ce motif que Courbet va d'ailleurs prolonger assez longtemps jusqu'à la fin de sa vie pour répondre à la demande des collectionneurs, puisque vraiment ce séjour d'Étretat est la période où il va rencontrer avec sa production le succès le plus important au fil de sa carrière. Nous avons un témoignage tout à fait intéressant de ce travail de Courbet qui nous est livré par Guy de Maupassant. L'écrivain Guy de Maupassant a passé son enfance à Étretat, il est très familier des lieux et il vient lui-même observer sur la plage les effets de cette tempête. Il croise alors un ami qui lui propose de venir voir Courbet au travail. Courbet avait loué pour son séjour l'ancien atelier occupé par Le Poitevin sur la plage d'Étretat. Il était donc directement face à la mer et Maupassant nous le décrit allant de la fenêtre à son chevalet pour porter directement sur la toile le résultat de son observation, travaillant en pleine pâte avec la matière, n'hésitant pas à utiliser la brosse et surtout le couteau à palette pour des effets de matérialité qui sont extrêmement nouveaux et qui vont frapper ses contemporains. Nous avons en particulier l'opportunité de réunir ici les 2 vagues conservées dans les collections de Lyon et de Francfort. Celle de Francfort est sans doute la plus précoce, peinte probablement sur le motif pendant son séjour, tandis que celle de Lyon
va vers une abstraction de plus en plus importante du motif. La vague devient presque une falaise, comme si elle était gagnée par ce monde minéral et comme si l'on perdait effectivement ce sens de l'observation pour aller plutôt vers une construction mentale et vers cette image que l'artiste cherche à rendre, qui est très héritière, là encore, du romantisme et de cette notion de sublime, et qui est à la fois toute personnelle aussi de la part de Courbet. Étretat va également être un haut lieu de la photographie, et ce de manière très précoce. Dès les années 1850, alors que le médium est encore relativement jeune, puisque le procédé est officiellement dévoilé en 1839, et une particularité s'impose dans cette histoire. Ces photographies sont en effet l'œuvre non pas de professionnels installés sur place, mais d'amateurs qui sont en villégiature. Alors au sens d'amateur, il faut entendre en tout cas des aristocrates ou de grands bourgeois fortunés qui viennent ici en villégiature, qui sont des personnalités qui se sont intéressées aux potentialités de la photographie et qui ont suivi une formation auprès de grandes personnalités comme notamment Gustave Le Gray, qui est l'un des grands acteurs de ces débuts de la photographie sur papier. Ils ont donc une parfaite maîtrise technique, ils n'ont pas de contrainte de vendre leur production et leur seul objectif est de faire des recherches d'originalité dans la composition, dans le procédé, d'arriver à obtenir des résultats que personne n'a eu auparavant. Et quoi de mieux que ce lieu, effectivement, pour trouver des points de vue originaux. Et nous allons donc en particulier croiser ici un personnage qui s'appelle Alphonse Davanne, qui est un chimiste de formation, qui est rentier, et qui sillonne donc avec sa famille les villes d'eau ou les stations balnéaires. Il va venir au moins à 2 reprises à Étretat, et notamment en 1862 où il réalise une série de clichés qui sont passionnants par leur maîtrise de la composition, par leur perfection technique, notamment dans ce rendu ici au niveau de la plage de cette succession de portes, puisque nous voyons la plus grande des portes d'Étretat, qui est la Manne-Porte, à travers l'ouverture de laquelle se devine l'aiguille et l'extrémité de la porte d'aval. L'artiste dont le nom vient peut-être en premier à l'esprit lorsque l'on évoque Étretat, c'est Claude Monet. Claude Monet est d'ailleurs familier de la côte normande depuis l'enfance, puisqu'il a grandi au Havre, et il va venir à 6 reprises en tout et pour tout à Étretat, ce dès les années 1860. En particulier, il va passer ici un moment clé de son parcours vers l'impressionnisme, qui est l'hiver 1868-1869. Il loue à cette date une maison en compagnie de sa compagne Camille et de son plus jeune fils Jean, et il va réaliser là quelques-uns des tableaux majeurs qui vont marquer son évolution. L'un d'entre eux est ce grand format qui appartient aux collections du musée de Francfort, Le Déjeuner, qui est peint à Étretat, donc même si on ne voit pas ce paysage pittoresque. On y retrouve en revanche donc autour de cette table Camille, sa compagne, son fils Jean, une femme qui vient leur rendre visite, pour laquelle Camille a d'ailleurs sans doute posé, et une servante qui ici ouvre une porte. La table est dressée pour le déjeuner, alors nous pouvons y reconnaître des côtelettes d'agneau avec des pommes de terre, de la salade, mais aussi du raisin, des œufs durs, du pain qui attendent le spectateur, puisque la chaise ici est tirée et nous sommes invités à prendre part à cette scène pour laquelle les personnages sont grandeur nature. Nous sommes donc face à une sorte d'instantané de cette vie familiale qui va d'ailleurs heurter le public contemporain par son ampleur, par ses dimensions, qui sont plutôt celles d'une scène historique ou d'un grand portrait d'apparat, mais qui ne sont pas celles qui sont traditionnellement
attribué à une scène de genre. Pour cette raison, le tableau va être refusé au Salon lorsqu'il est présenté par Monet donc en 1870, et il faudra attendre la première exposition impressionniste en 1874 pour que cette œuvre soit dévoilée. Monet va revenir ensuite à 4 reprises chaque année entre 1883 et 1886 à Étretat pour ce qui est vraiment un moment phare de sa carrière. Il va travailler sur le motif inlassablement et surtout il va ici mettre en place une méthode de travail qui va par la suite s'imposer dans sa pratique, qui est d'avoir de front simultanément plusieurs tableaux sur un même motif, sous une lumière différente, sous un effet météorologique différent, à un moment de la journée différent. Au départ, la raison est en fait tout à fait matérielle. C'est celle d'avoir toujours une œuvre sur laquelle il peut travailler, quel que soit le temps qu'il fait, et ne ainsi pas perdre de temps, d'autant qu'il est pressé par son marchand, Paul Durand-Ruel, qui lui demande de lui fournir des œuvres pour sa prochaine exposition, et Monet a besoin d'argent par ailleurs. Mais tout cela va amener effectivement une nouvelle pratique qui va s'imposer par la suite et qui deviendra le concept de la série à partir des années 1890, où ces multiples variations sur un même motif vont devenir une sorte de tout destiné à être présenté de manière conjointe. En tout cas, Monet n'hésite pas à se mettre en danger, à descendre sur la plage, y compris par des chemins très escarpés. Il va même, à un moment donné, manquer à être emporté par la marée montante parce qu'il s'est fié à un calendrier des marées qui n'était pas de la bonne année. Il va en tout cas aussi multiplier les effets de couleurs, les effets de matière pour rendre ce paysage et ces variations atmosphériques infinies qui le composent. Nous allons trouver ici, sur un temps très court, une multiplicité de propositions qui est extrêmement fascinante à contempler de près, à admirer ce jeu des reflets sur la mer, où l'on voit ici par exemple la multiplicité d'effets colorés par lesquels il arrive à rendre ce reflet de l'aiguille dans la mer. Cette lumière qui arrive ici de la droite, c'est donc une lumière du matin qui vient frapper le sommet de l'aiguille, cette différenciation dans le rendu de la surface des différents éléments qui composent ce paysage. Monet vient volontairement hors saison à Étretat. Il va privilégier plutôt l'hiver pour fuir les touristes qui déjà sont trop nombreux à son goût. Évidemment, le temps est parfois mauvais, mais il arrive néanmoins à travailler, notamment depuis la fenêtre de sa chambre d'hôtel qu'il loue sur la plage d'Étretat. C'est le cas dans ce tableau qui est conservé dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Étretat mer agitée, où nous sommes donc en février 1883 face à un jour de tempête. La mer est déchaînée, les pêcheurs n'ont pas pu sortir en mer, ils sont ici contre leurs barques qui sont remontées sur la plage, et nous découvrons à leur côté un autre motif qui est caractéristique de ce lieu. Ce sont ces bateaux qui sont hors d'usage, qui ont été donc remontés définitivement sur la plage, couverts de chaume et qui servent à stocker le matériel de pêche. On les appelle des caloges et c'est un motif caractéristique d'Étretat. Monet arrive à rendre vraiment la violence des éléments avec ces coups de pinceau qui viennent s'enrouler en boucle ici pour figurer la mer, qui contraste avec la solidité de la falaise, avec ces strates qui viennent ici se superposer, qui contraste aussi avec ces coups de pinceau qui viennent marquer les effets de la pluie dans le ciel ici, le tout avec un rendu des couleurs qui est évidemment extraordinaire, tel que les impressionnistes peuvent le mener à bien dans leur recherche, puisque l'on va trouver toute une gamme extrêmement variée de teintes qui va du vert au bleu, au rose, jusqu'au violet même parfois, avec des couleurs qui peuvent être très inattendues mais qui viennent recomposer cet effet atmosphérique. Après Monet, l'histoire ne s'arrête pas. Elle continue plus que jamais avec un grand nombre d'artistes qui vont venir affluer à Étretat, qui sont admiratifs du succès remporté par leur aîné et qui vont vouloir chercher évidemment à l'imiter.
Alors, nous allons assister à une floraison d'un grand nombre de propositions artistiques parce qu'il s'agit de chercher à se démarquer, à trouver des voies originales pour figurer ce site qui a déjà été beaucoup dépeint. Nous allons avoir des propositions qui vont aller vers le post-impressionnisme, qui vont aller vers le symbolisme, vers le japonisme. Et l'une des plus originales est peut-être celle que va offrir l'artiste suisse Félix Vallotton. Il est présent à Étretat à l'été 1899 pour son voyage de noces. Il vient en effet de se marier et il va passer quelques mois et lui va aller un peu à rebours des propositions de ses prédécesseurs. La plupart d'entre eux avaient en effet fui les touristes. Lui, au contraire, va s'attacher à les représenter. Il va parcourir la station muni d'un appareil photo instantané de marque Kodak qu'il a acheté peu auparavant. Il va prendre des clichés et revenu ensuite dans l'atelier qu'il s'est aménagé, il les développe et il s'en sert pour réaliser des compositions avec des couleurs très vives qui sont comme des instantanés de cette vie des touristes à Étretat. Nous allons y retrouver notamment les baigneurs qui viennent sur ces plages avec beaucoup d'humour dans la représentation. Nous voyons ici notamment cet homme avec ce teint très rouge, on sent que l'eau est froide et visiblement il cherche à apprendre à nager à son fils sous le regard bienveillant de son épouse. Nous allons retrouver également une scène de la vie des pêcheurs ici. Alors nous sommes jour de fête nationale, le 14 juillet, ce que symbolise le petit drapeau qui est ici au sommet du mât du bateau. Donc c'est un jour chômé. Les pêcheurs ne sont pas sortis en mer, ils sont en train de discuter entre eux accoudés à ce bateau, mais on ne voit pas leur visage. Le tout avec cette palette de couleurs extrêmement vive et ce sens de la synthèse très décoratif qui vient ici construire cette composition et qui est propre à l'art de Félix Vallotton et plus largement à celui de ce groupe des Nabis, qui est ce groupe de peintres aux côtés de Bonnard, de Vuillard, dont il était l'un des membres. Le parcours de l'exposition se termine avec le séjour que réalise Henri Matisse à Étretat à l'été 1920. Matisse vient en compagnie de sa fille Marguerite, qui est alors en convalescence parce qu'elle a subi une lourde opération peu de temps auparavant et donc elle cherche un lieu au calme pour se reposer. Donc Matisse reste à ses côtés au départ dans la chambre d'hôtel qu'ils occupent, qui se trouve sur le front de mer à Étretat. Et nous avons ici une représentation qui nous la montre allongée dans cette chambre qui est une scène d'intimité familiale entre un père et sa fille. Nous avons un principe de composition qui est tout à fait caractéristique de l'œuvre de Matisse, qu'il pratique déjà depuis une quinzaine d'années, qui est celui qu'il appelle les paysages encadrés. Nous avons effectivement par cette fenêtre de la chambre une ouverture sur la plage d'Étretat où l'on voit apparaître les bateaux qui sont remontés et qui est une ouverture vers l'extérieur. C'est comme si, au départ, effectivement, Matisse n'osait pas sortir à Étretat pour s'affronter avec ce paysage qui a été déjà tant représenté, et notamment par ses grands prédécesseurs, Courbet et Monet, qu'il a parfaitement en tête, puisqu'il a vu leurs œuvres encore peu de temps auparavant, et il va lui falloir un mois pour qu'il sorte enfin sur le paysage avec ses pinceaux pour affronter le motif. Matisse va réaliser une quarantaine de peintures en tout et pour tout à Étretat qu'il montrera dans une exposition à Paris à l'automne de la même année, même si ce ne sont peut-être pas ses œuvres les plus connues aujourd'hui parce qu'elles sont peu montrées au fil des expositions. Il va en tout cas affronter ce paysage en cherchant à dialoguer à sa manière avec les artistes qui l'ont précédé, avec ce sens de la synthèse qui semble ici presque poussé à l'extrême, puisque ce motif de la falaise d'Aval, ce motif des femmes en train de laver leur linge sur la plage, ce motif du cabeston sont presque réduits à des symboles en fait, comme si ils devenaient presque abstraits dans cette figuration du paysage qui est désormais traité par aplat, et nous sommes donc dans cette évolution vers la synthèse qui va aller toujours croissante dans l'œuvre de Matisse, qui aboutira évidemment à son œuvre finale des papiers découpés qui pousse
cette recherche à son extrême, mais qui est déjà effectivement à l'œuvre en 1920 à Étretat. Cette exposition rappelle aussi l'importance d'Étretat dans la littérature. C'est un lieu qui a été très important pour les écrivains. Victor Hugo est l'un des premiers à venir, mais surtout une figure va s'imposer dans cette histoire. C'est Guy de Maupassant qui passe son enfance à Étretat et qui revient ensuite se faire construire une villa dans le village. Maupassant va prendre ce lieu pour décor pour plusieurs de ses romans, de ses nouvelles. On le retrouve par exemple dans Une vie. Et surtout, en fait, il va partager son amour de ce lieu avec son aîné Gustave Flaubert. Flaubert cherchait en effet un site pour y installer un épisode de son roman en cours d'écriture, Bouvard et Pécuchet, où ces deux bourgeois vont se passionner pour toutes les sciences possibles et imaginables, tout ça se termine en catastrophe, et ils vont à un moment donné se passionner pour la géologie. Flaubert cherchait un lieu avec de grandes falaises, et Étretat lui semblait tout indiquer. Il demande donc à Maupassant de lui décrire cette côte qu'il connaît bien, et Maupassant, qui n'est pas encore l'écrivain que l'on connaît, va rédiger une longue lettre qui l'illustre de petits dessins. Alors cette lettre n'est pas localisée, mais nous en connaissons heureusement un fac-similé, et il décrit effectivement en autant de séquences toute cette scène cette promenade que l'on peut faire depuis le cap d'Antifère jusqu'au village d'Étretat. Ce lieu va rester aussi très présent dans la littérature avec évidemment le personnage d'Arsène Lupin. Ce gentleman cambrioleur qui est créé par Maurice Leblanc, ses aventures paraissent au début du XXe siècle et en particulier le roman L'Aiguille creuse qui est publié en 1908 qui va dérouler une partie de ces scènes à Étretat et qui nous explique notamment que Arsène Lupin aurait caché dans l'aiguille d'Étretat qui serait creuse les trésors qu'il a dérobés. C'est ainsi l'entrée d'Étretat dans la culture populaire qui ne va dès lors plus cesser de par les multiples déclinaisons que va connaître ce personnage, tant par le cinéma, la télévision que la bande dessinée ou de multiples aventures littéraires qui vont se poursuivre jusqu'à aujourd'hui.